Bonsoir et bienvenue dans ce 9e numéro de la saison 2 de Space Hack. Nos Havrais étaient au ralenti depuis 4 matchs avec 2 défaites, 2 matchs nuls 0-0. Ils avaient donc besoin de redémarrer la machine à points face à Toulouse hier. Ont-ils réussi? Nous vous proposerons de débriefer et d'analyser avec vous ce soir le match face au TFC en première partie d'émission. Nous n'oublierons pas le quiz de CSC avec CSC à la pause. Puis nous nous tournerons vers le prochain match en deuxième partie. Laval, toujours leader de Ligue 2, il va vraiment finir par revoir son REC au stade Francis Lebasser en Ligue 1 la saison prochaine. Guillaume est avec nous. Salut Guillaume. Salut, mon classico en Ligue 1, c'est vrai que ça serait énorme et ça voudrait surtout dire que le HAC est maintenu en Ligue 1, donc évidemment je signe tout de suite. Ouais. Euh, En plus de travailler pour un constructeur automobile français, il est devenu cette semaine éducateur canin puisqu'il distille ses précieux conseils à CSC. Notre homme multitâche est aux commandes ce soir. Salut Romain. Salut à tous et puis je cache encore plein d'autres talents. Tu me feras découvrir ça au fur et à mesure de la saison. On est vraiment pas mal, on tente beaucoup, ça va bien finir par rentrer. C'est ce qu'a dit JC à la mi-temps hier après-midi. Notre voyant est à nos côtés ce soir et vous proposera en fin d'émission une consultation gratuite sur Hack Monaco. Salut JC. Ça marche. Salut les gars. Techniquement, on est à chier, c'est ce qu'il a déclaré à la 20e minute de jeu hier, mais on peut pas en dire autant de lui tant il maîtrise son sujet. Clément est avec nous ce soir. Bonsoir Clément. Eh bien, bonsoir à tous. La légende raconte qu'il a volontairement manqué les derniers Space à cause de son but au Vélodrome contre le Hack. Notre CSC national est enfin de retour et vous pouvez l'engueuler pour sa trahison. Salut CSC. Salut tout le monde. Le volume de sa télé est tellement élevé qu'il a évacué son salon lorsque l'alarme incendie a retenti au stadium de Toulouse. Le doyen du Space est avec nous ce soir. Salut Vivien. Salut. Tout l'immeuble est évacué, tout l'immeuble est évacué. Tous les pattes, tu veux dire. Comment? Je t'entends pas. D'ailleurs, cette alarme incendie lui a rappelé ses années lycée pas si lointaines. Non, je ne parle pas de Vivien, évidemment, mais de notre nouvelle recrue, Florian. Hola, Florian. Hola chicos, ¿cómo estás? Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des demandes d'intervention en cliquant sur le micro en bas à gauche et nous vous ferons entrer dans les débats à n'importe quel moment. N'oubliez pas également le hashtag SpaceHack pour interagir également avec nous et bien sûr le chat lié au Space. Alors ce soir, Romain, on va tester un tout nouveau format pour le Space et on va le faire en très bonne compagnie puisque nous recevons un ami du pays de la chocolatine. Oui, Guillaume, nous avons la chance ce soir de recevoir notre ami toulousain, un spécialiste de la data, l'un de nos tout premiers invités quand nous avons lancé ce space. Il s'agit bien sûr de Vincent Davas. Bonsoir Vincent, comment vas-tu? Bonsoir à tout le monde, ça va très bien. Je vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup d'être de nouveau parmi nous ce soir et de vouloir revenir avec nous sur ce match qui opposait nos équipes hier. Alors, nous avons eu le droit à tout sur le terrain et en dehors du terrain dans cette rencontre folle entre Toulousain et Havrais. Mais pour commencer, comment ne pas saluer l'hommage bien sûr rendu par le HAC et Toulouse à notre regretté Christophe Revaux. En effet, on a vu donc Nico Douchez accompagné du président toulousain Damien Comolli déposer une gerbe de fleurs devant le virage portant le nom du portier, qui je le rappelle a joué 219 matchs sous le maillot du TFC et 216 matchs sous le maillot havrais. Christophe devait lui aussi être ravi du spectacle proposé par les deux équipes hier. Donc une grosse pensée pour Christophe. Et avant de parler du match, petit point prono avec toi Guillaume. Ouais, petit point rapide sur les pronos. Et si vous vouliez gagner de l'argent ce week-end, il fallait surtout pas nous écouter comme d'habitude. Notre équipe a du mal, mais il y en a une autre qui a des difficultés ces derniers temps et qui se cherche, Romain. Oui, effectivement, on a pu lire en avant-match dans la presse que du côté de Toulouse et de son entraîneur Martinez Novel, ça a tâtonné. 1, à trouver une composition d'équipe type. 2, à trouver un système de jeu. Puisque l'entraîneur toulousain n'a pas aligné la même équipe plus de 3 fois et a déjà utilisé 8 systèmes de jeu différents depuis le début de saison. Vincent, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton équipe avant d'attaquer le débrief de la rencontre? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Il y aurait tant de choses à dire sur cette équipe. Tes points positifs, tes points négatifs avant le match d'hier. Positif. Quand même. Va falloir pour essayer d'en trouver un, pour être honnête. Avant le match. Mais même avant, apparemment. Déjà, j'étais pas au match parce que j'habite pas à Toulouse, mais à Montpellier. Mais le fait est que les supporters toulousains, les Invaders, ont fêté leurs 30 ans hier. Bon, avec quelques petits soucis sur la fin de match, mais j'ai trouvé quand même l'animation déjà qu'ils ont proposée tout au long du match et en avant-match, c'était quand même très sympathique et de qualité. Bon. Tout à fait, ouais, on va en parler. Mais ton équipe alors? Mon équipe,
Ben, tu l'as dit, elle se cherche. On n'a pas trouvé de système stable qui donne satisfaction. On a un milieu de terrain, on n'arrive pas à trouver la formule. Hein. Donc c'est difficile parce qu'on sait très bien que la défense c'est une chose, mais le jeu c'est le milieu. Pour espérer gagner un match, il faut quand même être solide au milieu, trouver une base solide qui apporte des garanties. Et aujourd'hui, on est toujours en recherche de ce point-là. Vous l'avez quand même trouvé parce que j'ai vu des choses intéressantes, mais côté toulousain, c'est insuffisant. Il n'y a pas de continuité dans le match. Il y a trop d'écart de niveau, d'intensité, de qualité. C'est les montagnes russes en fait. Tac. Et on avait d'autres choses en analyse d'avant-match, Guillaume, je crois. Ouais, en analyse d'avant-match, on souhaitait aussi revenir sur l'efficacité d'Arthur Desmas avec une stat incroyable, puisque le portier Sénémarine a fait 78% de réussite dans ses arrêts. Arthur est même le gardien le plus décisif de la Ligue 1. Alors CC, toi qui défendais notre gardien sur les réseaux, Arthur confirme que c'est un grand gardien. Alors, je dirais pas grand gardien comme ça, parce que c'est pas un gardien de classe internationale, mais c'est un très bon gardien. Pour l'instant, il assume son rôle de numéro 1 et tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous, parce que ça montre qu'aussi défensivement, on a quelques lacunes. Mais c'est très très bien, je suis très content pour lui. Aussi, un autre stat, hein, la défense qui est notre point fort, on le sait tous, mais c'est aussi notre point faible car on a beaucoup de mal à se projeter vers l'avant. Casimir disait en interview d'avant-match que les Havrais avaient énormément travaillé cette semaine pour essayer de gommer ce défaut. 443 minutes que le Havre n'avait plus marqué avant le match d'hier. Le dernier but daté du 24 septembre. D'ailleurs, c'était aussi la date de notre dernière victoire. Les Havrais ont frappé plus de 50 fois au but sans jamais réussir à marquer pendant ces 443 minutes. Vivien, il fallait avant tout se rassurer face à Toulouse. Ouais, c'est sacré stat hein, quand même, parce que j'étais pas au courant qu'il y avait autant de tirs au but pour aucun but marqué. Ouais, pour la confiance, 4 matchs sans marquer, c'était urgent d'ouvrir le score, comme on l'a fait à 2 reprises pendant le match, parce que plus on avance comme ça sans marquer, plus la confiance peut nous échapper. Et on sait que quand on est une équipe qui joue le maintien, la difficulté c'est d'arriver à garder un état d'esprit qui nous permet en fait de lutter contre des équipes de notre niveau. Donc c'est une bonne chose d'avoir su trouver le chemin du filet et j'étais pas forcément inquiet non plus parce que on le sait tous, on le verra dans le fil du match que bon, on a un sacré buteur avec Bayo, donc j'étais pas plus inquiet que ça, mais il était vraiment urgent de trouver le chemin des filets lors de ce match. Et enfin, dernier stat avant d'attaquer le débrief. La dernière victoire du HAC face au TFC remontait au 10 avril 1993, soit il y a 30 ans. JC, cette stat ne parlait pas en notre faveur avant le match quand même. Ah ouais, non, pas du tout. Hein. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Moi, je suis le Havre depuis 95, donc je n'ai jamais vu en fait le Havre battre Toulouse. Et il y avait même pire comme stat, c'est que le Havre n'avait jamais battu Toulouse à Toulouse de son histoire. Donc c'est assez fou comme stat. Après, pour revenir en match, moi j'étais pas plus inquiet que ça. Hein. Toulouse fait partie de notre championnat et de plus nous on est hyper costaud à l'extérieur, donc je me voyais bien gratter un point malgré des statistiques qui étaient en notre défaveur. Voilà. C'est donc parti les gars pour le débrief du match avec une très belle fête, hein, comme l'a dit Vincent, à l'entrée des joueurs, puisque les Indians Tolosa, groupe ultra toulousain, fêtaient ses 30 ans avec de magnifiques tifos. Guillaume, est-ce que tu peux revenir pour nous sur les compos ? Ouais, on va revenir sur les compos, surtout avec notre invité pour démarrer. Vincent, Carles Martinez Novel a choisi de changer de système par rapport à la déroute en terre montpelliéraine en passant sur un 4-1-3-2 et surtout en mettant sur le banc Gelabert et Begraoui au profit d'une attaque à 2 avec l'association Magri-Dalinga. Qu'en as-tu pensé de cette compo au départ ? Surprenant, mais dans l'animation, on est quand même resté sur un 4-3-3 pour moi parce que Donoum est vraiment sur un côté et Magri a quand même dézonné un petit peu sur le côté aussi, il me semble. Mais ça montre bien que, comme on l'a dit, il se cherche. Il n'arrive pas à trouver cette formule-là, celle qui va nous faire gagner des matchs et marquer, parce qu'on a quand même beaucoup de mal dans ce secteur-là. Et défensivement aussi, et donc ça traduit beaucoup de choses. Mais moi, j'ai quand même une phrase qui m'est venue à l'esprit il y a pas longtemps. Martinez Novel, c'est sa première expérience sur un banc professionnel. À force de vouloir tenter des choses,
à force de vouloir devenir David Copperfield, il va devenir Garcimore. Il va falloir arrêter et revenir aux basiques. Parce qu'au bout d'un moment, de tenter, on voit bien que ça marche pas. Donc, il y a beaucoup d'interrogations à Toulouse et au niveau des supporters par rapport à ce qu'ils proposent. C'est-à-dire pas grand-chose finalement. Il y a assez peu de réussite dans ces tentatives de nouveautés ou de je sais pas quoi. Je suis très très sceptique par rapport à ce qui va nous apporter encore sur les matchs qui suivent parce que le calendrier nous concernant, il est assez costaud. On en reviendra tout à l'heure si tu veux quand on parlera des futures échéances. Clément, de son côté, Lucas Elsner a opté pour un 3-4-3 avec la titularisation d'Étienne Houtet à la place de Arnaud Sanganté suspendu et de Samuel Gancière à la place d'Emmanuel Sabi. Qu'as-tu pensé toi de notre équipe? Tu sais mon affection que j'ai pour notre fameuse défense à 5. Donc tu l'adores. J'étais pas forcément ravi. Après bon, il joue comme ça. Je pense que c'est lié surtout à la blessure d'Opéry. Donc ouais, c'était pour moi c'est un système de jeu, mais après peut-être qu'on en reparlera plus tard que ce soit 5-3-2 ou 5-2-3, c'est un système de jeu que je suis pas forcément très fan. Donc j'avais quelques appréhensions au contraire de JC et de vous, je pense en général. J'ai plutôt quelques appréhensions par rapport à ce match-là. Je me disais voilà, on va jouer à l'extérieur contre une équipe qui est quand même assez costaud, une équipe européenne en plus. Moi, j'avais vraiment quelques doutes quand même sur ce match, et quand j'ai vu notre système de jeu qui bouge pas forcément d'un iota, encore plus. Alors, on assiste à 10 premières minutes plutôt équilibrées entre les deux formations, jusqu'à une belle frappe de Touré, puis une aussi belle réponse de Spearing à la 11e qui emballe cette première période. Ça va d'un camp à l'autre. On assiste vraiment à un bon match de Ligue 1 avec beaucoup de rythme, puisque dès même la 12e minute, on a Costa de la tête qui vient trouver l'extérieur du poteau d'Arthur Desmas. Vincent, une belle entrée en matière dans ce match des deux côtés. Oui. J'ai trouvé les 25 premières minutes étaient de bonne facture pour moi, d'un côté comme de l'autre. Côté toulousain, je nous ai trouvé assez intéressants. Je vais pas dire très bon parce que ce serait mentir, mais le début de match était intéressant et j'ai trouvé même la première mi-temps. Vu les autres matchs qu'on a eu ce week-end en Ligue 1, je trouve que cet TFC Le Havre s'en sort pas trop mal quand même. Mais il y avait du jeu, il y avait des intentions des deux côtés. Et je salue l'équipe du Havre qui n'est pas venue fermer le jeu, mais qui est venue proposer quelque chose et essayer de contrer le TFC sur ses défauts. Et à la 16e minute, on assiste à un nouvel arrêt de Desmas sur une attaque toulousaine. Puis à la 19e minute, à la suite d'une bonne récupération de Casimiro au milieu de terrain vers Alioui, qui trouve Nego pour une frappe au-dessus du but toulousain. 32e minute, frappe de Grand-Cyr dans un angle difficile. 35e minute, frappe de Mule de Bayo qui prend le chemin du but sur un magnifique arrêt du gardien toulousain pour détourner cette frappe. Clément, un bon quart d'heure à vrai qui ne marque pas, mais qui se crée des occasions tout de même. Non. Pour moi, non. Je suis désolé. Techniquement, alors on a eu des occasions, mais techniquement, je crois que c'est la pire mi-temps qu'on ait fait. C'est-à-dire que on n'arrivait pas à aligner 4 passes. Moi, après, c'est ma vision là, si je parle vraiment que de la première mi-temps, c'est vraiment ma vision de ce que j'ai vu. Je crois que c'est une des pires que j'ai vues depuis qu'on est en Ligue 1. Ce qui nous a aidé, c'est que Toulouse a quand même ouvert le jeu en défense. C'est-à-dire que si tu regardes bien nos occasions, je crois que je me gourre pas, mais 100% c'est du contre ou c'est des ballons récupérés haut. T'as aucune attaque placée. Après, c'est pas une critique ni rien, c'est juste un constat. Donc voilà. Après, quand tu regardes, pour moi, à partir du but de Toulouse, c'est le jour et la nuit, quoi. Mais techniquement, Moi, j'aimerais bien que Florian, par exemple, réponde à Clément. Florian, qu'est-ce que t'en penses? Tu rejoins Florian, tu rejoins Clément sur ce qu'il dit, Florian? Alors, je serais pas aussi extrême que ça, mais je suis d'accord avec lui sur un point, c'est que la plupart des actions qu'on a eues, il y a le contrôle de Bayo qui est un peu trop en arrière, la frappe de Grand-Cyr qui doit être cadrée alors qu'il est tout seul face au but, c'est à côté. Enfin, les commentateurs l'ont dit surtout en deuxième mi-temps, mais je l'ai vraiment remarqué en première mi-temps, c'est bien, mais ça aurait pu être parfait même sans marquer, parce qu'il y avait toujours le petit geste parasite, la passe ratée ou trop en arrière, le contrôle un peu trop poussé vers l'avant, qui fait que pour avoir une très bonne action, ça en devient juste une bonne. Et ça se trouve, on aurait pu marquer
peut-être 1 ou 2 buts si ces petits défauts auraient été corrigés. Et ouais, je rejoins Clément sur cette analyse. De là à dire que c'est la pire de la saison, peut-être pas. J'ai pas tout vu, j'ai pas tout en tête, mais je suis d'accord avec lui sur le point du. Il y a toujours ce petit geste parasite qui fait que c'est pas top. Je vois que Vivien veut intervenir et va venir un petit peu nuancer tout ça, je pense. Oui, Non Clément. Oui, complètement. Non, j'ai pas trop compris en fait ton intervention, Clément, parce que de là à dire que c'était la pire mi-temps du HAC depuis le début de saison, le match à Marseille était bien pire que ça dans le contenu. J'ai trouvé nos mi-temps à Metz inférieurs. Non, j'ai trouvé une mi-temps qui était agréable à suivre, ouverte, effectivement avec du déchet technique, avec des pertes de balles qui étaient évitables, surtout du côté de Touré. On en parlera certainement plus tard dans l'émission. Mais j'ai trouvé une mi-temps agréable à suivre. Moi, j'ai pris du plaisir à voir les deux équipes. Donc après, je suis peut-être pas aussi technicien que toi. En tout cas, moi, je juge sur le plaisir que j'ai pu voir à voir l'équipe. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça sympa. Mais Voilà. après, je suis d'accord avec toi. Tu as deux lectures. Tu as la lecture entre guillemets quand tu te places comme tu le fais d'un point de vue spectacle. C'est sûr que là, c'est sûr que tu sais, au niveau du spectacle, c'était un bon match pour tous les spectateurs et tous les abonnés d'Amazon. Par contre, d'un point de vue, si tu parles strictement sensu de la technique, on va dire. Je trouve que non, on n'a pas été au niveau en première mi-temps. Et le joueur, là où j'en veux vraiment, le joueur qui symbolise vraiment cette première mi-temps, pour moi, c'est Grand Cyr. Voilà. Je fais un petit tacle au passage, mais. Allez, on va passer à cette fameuse 45e minute, cafouillage dans la surface de réparation Avresse. Loris qui tente de dégager le ballon et qui emmène dans son élan la jambe du joueur toulousain. L'arbitre ne siffle pas tout de suite, mais il est appelé par la VAR. Après visionnage des images en bord de terrain, l'arbitre décide d'accorder un penalty à Toulouse. Alors messieurs, bien évidemment, la première question, y a-t-il faute de Loris qui se lance là pour analyser CSC, on t'a pas entendu. Y a-t-il faute de Loris? Alors, Il est plus là. alors, si, je suis là. Alors, je suis désolé, hein, il y a un gros problème technique chez moi. Alors, est-ce qu'il y a faute sur Lloris? Sur Loris, non, mais de Loris, oui. Allez, petite blague. Non, vraiment, pour moi, il y a faute. Il y a rien à Eh dire. ben, moi, je te rejoins. Pour moi, il y a Pareil. rien à dire. Donc, je sais même pas pourquoi. J'ai vu des messages sur Twitter comme quoi il y a eu vraiment une injustice contre le Havre, le petit club de Ligue 1, mais là, pour le coup, il y a rien à dire pour moi. Moi, je suis pas de votre Ouais, avis, moi les non gars. plus. Alors, je sais pas s'il y en a d'autres. Pour moi, il y a alors, faute. ouais. Pour moi, il y a faute. Pour moi, non. Clément non Vas-y, plus, Clément. ouais, je savais. Alors, Moi non plus. Moi, Vas-y, Clément. bon, je suis pas forcément à taper H24 sur l'arbitrage, de manière générale. Mais là, franchement, depuis le début de la saison, après, encore une fois, c'est une question de lecture. Qui siffle là? Bon, c'est pas forcément déconnant. C'est sûr que Lloris est un peu en retard de une demi-seconde, qui lui touche le pied, qui est même pas son pied d'appui en plus. Pourquoi pas? Franchement, c'est hyper sévère, mais ça peut siffler. Mais à ce moment-là, le crochet du droit sur Sabi contre Lens, alors il y a 1000 fois faute. Quand l'autre défenseur crochette Sabi, il lui met le pied entre ses pieds, il y a 1000 fois faute aussi. À ce moment-là, faut être logique, quoi. Si on siffle là-dessus, alors le mec, je l'attends au tournant quand ce sera PSG Lyon ou quoi. Le moindre choc dans la surface, il a intérêt à siffler. Moi, c'est pas tellement le fait qu'il y ait faute ou pas, c'est que ça manque d'uniformité, de cohérence dans les décisions. C'est juste ça. Il peut siffler comme il veut, mais à ce moment-là, derrière nous, il y a aucun problème. Le match d'après ou le prochain match qu'il arbitre, il va siffler la même faute et il y aura pas la VAR ou pour l'aider, mais ça manque vraiment de cohérence dans les décisions arbitrales, en tout cas en Ligue 1. Je pense effectivement que tous les arbitres auraient eu peut-être une lecture différente. Là, je suis d'accord. Après, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, Vincent, toi, de l'action? Je rejoins Clément. Ça se siffle. Et c'est vrai que le manque d'uniformité est en train d'énerver un peu tout le monde chaque week-end parce qu'on voit des situations quasi similaires traitées de manière totalement différente. Alors sur le penalty, moi j'ai l'impression qu'il y a faute. Par contre, je suis content qu'il arrête, comme ça au moins il n'y a pas de débat. Voilà. Enfin, qu'il le rate, qu'il le mette, pas qu'il l'arrête, mais qu'il le rate d'une manière assez improbable.
Mais au moins comme ça, le débat il est clos. Mais c'est vrai que sur ce genre de situation, on a l'impression que la VAR va tout régler, mais au final, il y a toujours les mêmes débats qui sont encore plus acharnés parce qu'on pensait que ça allait tout révolutionner. Et on reste toujours sur les mêmes questions. On n'a pas de réponse et ça crée des tensions. Donc c'est un peu comme les mains, involontaires. Là, tu vois bien que Lloris, il a pas l'intention de faire faute. Le gars, il veut dégager le ballon, il emmène la jambe du gars avec. Bon, C'est exactement ça se siffle, mais c'est un peu comme les mains involontaires. Tu voulais réagir, CC? Bah, alors déjà sur un point où je pense qu'on est tous d'accord, hein, c'est sur l'uniformité au sein de la Ligue 1, voire de la Ligue 2. En fait, le problème, c'est qu'il y a un règlement et j'ai l'impression que chaque arbitre fait à sa sauce. Bon, après, on va pas débattre là-dessus, mais sur l'action, le joueur toulousain passe devant Lloris et Lloris, quand on regarde les images, il le voit pas. Il y passe devant quand même. Enfin, c'est difficile. Alors, je peux comprendre qu'il veut dégager le ballon, mais le joueur toulousain, il est passé devant. Pour moi, il y a rien à dire. Pour moi, il veut dégager, il voit pas le gars arriver, il fait une passe devant, mais les deux actions, il passe devant au moment où il veut dégager, ça tape dans son pied, il y a faute. Mais après, par contre, toi, je suis d'accord avec Clément. S'il siffle là, par contre, il doit siffler 2 ou 3 fois pour nous derrière. Bah bien sûr. Pas forcément contre Toulouse, mais contre Lens ou contre Metz. Oui, voilà. Ouais. Et puis il y a un petit côté horripilant aussi qui est lié à la VAR, c'est quand il y a une décision de ce type-là, le jeu s'arrête et on voit l'arbitre hésiter, longtemps réfléchir, prendre l'avis des arbitres qui sont dans le camion. Ça dure une plombe. Et ça, ça rajoute, ce côté dramatique rajoute de la frustration et de la colère quand la décision va pas dans le sens espéré. Je trouve. Quand il n'y a pas de VAR, il y a une décision spontanée. On est d'accord, on n'est pas d'accord. La décision est prise, on passe à autre chose. Là, il y a tout plein. Ça dure 20 secondes, 30 secondes, 1 minute. C'est long. Et puis à la fin, c'est encore plus frustrant. Tu m'as devancé. C'est vraiment ce que je voulais dire. C'est que derrière, t'as un début de baston parce que l'arbitre, il perd le match. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, il perd le match. C'est-à-dire qu'en fait, il siffle même pas faute sur l'action, le gars. Si t'avais pas eu la VAR, t'aurais eu touche. Et derrière, t'as la VAR déjà qui check pendant une demi-heure est-ce qu'il est hors jeu ou pas avant qu'il fasse la faute. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Et derrière, l'arbitre, il sert à quoi? Il va voir, parce que le gars dans le camion lui dit oui, il y a faute. Il va voir, il prend la décision que la VAR pour pas se mettre les mecs à dos. Et puis derrière, il perd son match. Heureusement que c'était pas Ajaccio-Le Havre ou c'était pas Le Havre, parce que je pense que le match, t'aurais eu 3 expulsions de chaque côté avant la fin du match. Quoi qu'il en soit, la décision est sans incidence puisque, comme l'a dit Vincent, la frappe de Dalinga est allée rejoindre la lune façon Harry Kane et son penalty en quart de finale de Coupe du Monde contre France. Vincent, à ce moment-là de la partie, on est juste avant la mi-temps. Quel est ton sentiment sur le global, sur le match? Difficile. Sur le moment, je sais pas trop. Je me dis, va falloir remettre un petit peu un coup de collier en seconde mi-temps parce qu'on avait lâché le jeu au bout de 25 minutes de jeu. Et c'est ce souci-là qui nous pénalise souvent cette saison. C'est que on arrête les matchs soit à la 60e ou 70e. De toute façon, c'est le scénario aussi de ce match-là où on arrête de jouer à un moment. Donc sur ce moment-là, je dis bon, j'espère qu'il va se remettre les idées en place d'Alinga et que il va passer à autre chose parce que la seconde mi-temps va être importante parce que on est en besoin de points. On est dans une dynamique qui est négative. On en a pris 3 à Montpellier, on en a pris 5 à Liverpool. Donc sur un match comme vous avez dit où c'est un concurrent direct, il faut faire quelque chose. Ouais, en deuxième mi-temps, le match reprend sur le même rythme et de nouveau une intervention de la VAR puisqu'à la 51e minute, Dalinga marque pour le TFC, refusé dans un premier temps pour un hors-jeu puis accordé quelques minutes plus tard après intervention de la vidéo. Toulouse ouvre donc le score peu de temps après le retour des vestiaires. Vincent, heureux de voir que la bonne première mi-temps des Toulousains paye enfin en ce début de deuxième mi-temps. Oui, ouais, ça paye enfin. Ça prouve que mentalement, il est quand même assez costaud Dalinga parce qu'il a subi des critiques, il a subi un échec sur penalty juste avant la mi-temps. C'est jamais délicat de se remettre en route, mais on réattaque un petit peu mieux avec une action assez sympathique où on voit Caceres qui va au-delà de ses prérogatives et qui se retrouve dans la surface à gauche pour faire un centre à Dalinga. On se dit bon, la seconde mi-temps part bien, mais voilà. Alors, à défaut de mettre le feu sur le terrain côté Havrais en ce début de seconde période, on a eu le droit à l'alarme incendie du stade avec message d'alerte à la 57e minute. Le match s'arrête, une petite dizaine de minutes.
dans une grande incompréhension. Hein. On voit des gens évacués, mais les joueurs, eux, restent sur le terrain, ainsi que les ultras toulousains qui restent en tribune et en profitent pour craquer des fumis. Vivien, étrange scène à laquelle on a assisté au stadium quand même. Ouais, très bizarre. Drôle d'impression avec cette alarme qui s'est déclenchée. Ça faisait un peu film apocalyptique. Ah, complètement. Ah, ouais. Ouais, puis en plus, c'est vrai qu'on vit dans une époque un petit peu anxiogène avec tous les problèmes qu'on connaît. Et c'est vrai que moi, ça m'est venu à l'idée. Je me suis dit, il y a peut-être une intrusion ou un truc dangereux qui est en train de s'arriver, qui est en train d'arriver. Et voilà, on voit l'inquiétude un petit peu dans les tribunes, un petit peu sur le terrain aussi. Les gens se posent la question. Ouais, j'ai pas trop aimé ces 5-10 minutes. Moi, j'étais pas très, pas très à l'aise par rapport à tout ça. Il est anxiogène, hein, le message est anxiogène. Hein. Vincent, Ouais. tu pourras passer le message. Hein. Il y a l'alarme, mais il y a aussi le message qui va avec. C'était assez bizarre. Ouais, malgré tout ça, le match finit par reprendre. Toulouse enchaîne les occasions. Les Havrais, eux, n'arrivent plus à s'approcher des cages toulousaines. Les premiers changements interviennent. 3 changements d'un coup côté Havrais. Donc, Grand Cyr, Alioui, Casimir pour Keshta, Joujou et Sabi. On laisse beaucoup d'espace aux Toulousains qui en profitent pour s'y engouffrer et se créer des occasions. Et à la 75e minute, Schmitt, plein d'audace, tente un lob extraordinaire du milieu de terrain que Arthur Desmas arrive à repousser en 2 temps. JC, c'est magnifique ce qu'a tenté le joueur toulousain, mais l'arrêt l'est tout autant, pardon. Totalement. Bah, c'est vrai que pour revenir à la tentative du Toulousain, c'est astucieux. Hein. Et en fait, c'est un geste qu'on voit de plus en plus là sur les terrains là, ces dernières semaines. Moi, j'adhère hein, à cette audace. Et puis tant mieux pour nous. Hein, Desmas fait un bel arrêt. Alors certes en 2 temps, mais qui a permis déjà de sécuriser le fait de pas se prendre un but venu d'ailleurs. Donc ça, c'est plutôt bien joué de sa part. Et voilà quoi. Enfin, c'est ouais, une belle action amené par le Toulousain et un bel arrêt voilà de Desmas. Moi je trouve ça sympa. Dans cette torpeur parce qu'il se passait plus grand chose hein, pendant ce laps de temps. Mais c'est vrai, on disait qu'on a tout eu dans ce match parce que bah voilà, il y a aussi des joueurs qui ont tenté ce genre d'action. Donc c'est vrai que c'est un petit condensé de plein de choses sympas. Ce temps fort de Toulouse passé, on assiste de nouveau à des tentatives havraises, en commençant par celle de Joujou, le 77e, repoussé par la défense toulousaine. Florian, il faut savoir, tu penses faire le dos rond et laisser passer les actions adverses avant d'essayer de se relancer vers l'avant pour essayer d'égaliser? Ouais, parce que j'ai trouvé que entre la mi-temps et ce temps de reprise des Havrais, c'était vraiment, moi je paniquer, c'est pas le mot, mais j'étais pas serein parce que je les trouvais pas assez concentrés sur le but de Toulouse. On a l'impression que Nego, je sais pas, qu'il était pas à sa place, qu'il savait pas qui il fallait marquer. Même les commentateurs d'Amazon ont dit que vu qu'il y avait un reporter bord de terrain, que ça, Nego et Elsner, ils avaient pas, enfin, ils se comprenaient pas sur la tactique mise en place. Et je trouvais que c'était complètement perdu. Et les changements ont apporté un truc en plus, la rentrée de Sabi et surtout, moi j'ai trouvé celle de Keshta niveau passe, niveau transpercer un peu le rideau du milieu de terrain était vraiment intéressante. Et à l'image de ce qu'a dit Bayo en fin de match, c'est on se bat et on est le Havre et on se bat et c'est ça, c'est ça a lutté, ça a pas lâché. T'es qu'à 1-0, tu sais qu'à 1-0 bah tu peux remonter, hein, c'est du football. Et au fur et à mesure, bah les Havrais se sont remis à la tâche et on verra que par la suite ça finit par payer. Ouais, 83e minute, hein, d'ailleurs, la délivrance pour le clan les Marines. Koudziev perce le milieu toulousain en trouvant Yacine Keshta, qui remet à Mohamed Bayo dans la surface de réparation pour le Momo Show. Bayo, c'est le Brésil, c'est la samba, c'est le football qu'on aime. À la suite d'une succession de dribbles dans la surface, l'attaquant havrais trouve le chemin du filet. À l'aide d'une frappe au ras du poteau de Guillaume Rest. Clément, quel plaisir ce but de Bayo, le 2e de la saison. Eh ben, tout à fait. Ça fait longtemps depuis Kadewere qu'on n'avait pas eu un joueur aussi bon en attaque. Et puis ce but, franchement, c'est vrai que c'est un but d'instinct. Enfin, les 2 buts, hein, c'est des buts d'instinct. Et le premier, en plus, techniquement hyper bien construit. Non, vraiment, moi je m'y attendais. Je m'y attendais un petit peu parce que c'est vrai que quand t'as un joueur comme ça, il peut tout arriver. Quand t'as un joueur de ce niveau-là en attaque, c'est lui, il y a quasiment que lui qui peut te sortir de l'ornière et c'est ce qu'il a fait, samedi, vendredi, dimanche.
84e minute, carton jaune pour Ndiaye qui avait remplacé Touré quelques instants avant. De nouveau, nos Havrais à l'attaque, superbe action de Bayo, coup du sombrero qui trouve Sabi dans la surface, mais Sabi qui se trouve, lui. Il aura alors une deuxième chance grâce à Daller et Joujou qui retrouvent les pieds de Sabi qui voit cette fois sa frappe détournée en corner. Et sur le corner, Joujou est trouvé et met une magnifique frappe demi-volée sur la barre transversale. Bien sèche, le ballon revient dans les pieds de Loris qui marque, mais le but est refusé pour position de hors-jeu. Vivien, on y a cru quand même à ce but de Loris, tu t'es levé. Oui, difficilement parce que je suis plutôt jeune, mais je me suis levé. Je te rappelle que je suis en EHPAD, donc je me lève difficilement. Il était déjà à l'extérieur après avoir eu l'alarme, tu sais. Non, ouais, j'y ai cru, puis surtout on est retombé un petit peu dans les mêmes travers que sur l'autre situation qui a été checkée par la VAR, c'est-à-dire que ça met encore une plombe de savoir si c'est validé ou pas. Et là, c'est pareil, de nouveau une décision défavorable pour le HAC. Donc cette fois-ci, c'est pas un pénalty sifflé contre nous, c'est un but refusé. Et moi, j'étais carrément énervé, quoi. Enfin, quand j'ai vu ça, j'en voulais à la terre entière. Ouais, c'est moi. Puis j'ai revu l'action. Après, dans les faits, je vois pas où est s'appelle. Pourquoi le but a été refusé. Enfin, il était sur la même ligne, le risque que le dernier défenseur. Donc j'ai pas compris là. J'ai pas compris la décision de la VAR. Ça se joue peut-être encore à quelques centimètres, ou à un demi-doigt, ou un demi-pied, je ne sais pas. Mais, à une demi-chaussure, Vivien. Une demi-chaussure. Il y a légèrement hors-jeu. Visuellement, il n'y a rien d'évident. Une demi-charentaise, Vivien, une demi-charentaise. C'est ça. Mais c'est bien le TFC qui pousse en fin de match aux abords et dans la surface, il y a les Marines. L'arbitre annonce 10 minutes de temps additionnel. Elsner décide de lancer Walid El Ajam à la place de Loïc Nego à la 92e minute. Et nouveau fait de match, feu d'artifice dans la tribune des supporters toulousains, avec une banderole totalement lunaire, on pourra en parler tout à l'heure, passé, présent, futur, honneur à nos IDS, IDS pour interdire de stade si je dis pas de bêtises. L'arbitre interrompt une nouvelle fois le match, quelques minutes avec la menace d'un arrêt définitif de la rencontre. Vincent, ils avaient envie de faire la fête en tribune hier, mais ça va encore coûter un gros billet au TFC cette histoire. Il faudra assumer. Ils ont fait une belle fête. Et ce point négatif dans la fête, ce sont ces feux d'artifice que j'aurais trouvé plus adéquats à la mi-temps ou à la fin du match, peu importe victoire ou défaite, ou en début de match, pour essayer de faire monter la pression et de chauffer à blanc un peu le stadium, qui n'était pas plein en plus pour l'occasion. Ouais, je regrette ce fait-là. Moi, personnellement, ça me dérange. Certains ont dit, ouais, mais ça a cassé quelque chose. Il faut arrêter un petit peu avec ces prétextes. On pourra utiliser des prétextes quand on fait les choses qu'il faut sur le terrain pour gagner le match. Hier, c'était pas le cas. On perd, on la ferme et on se remet au boulot parce qu'il y a beaucoup de choses à régler. Donc voilà, c'est un peu dommage. Pour moi, ça a rien cassé du tout. On a des occasions, il faut les mettre au fond et après il faut être solide sur les phases de transition. Mais ça, on pourra le développer aussi. Il est 96e minute, donc juste après. Centre de Walid El Ajam. Alors, on en parlera après. Mal contrôlé par Daller ou que Daller Koudiev voulait détourner dans le but, mais qui rebondit sur le défenseur toulousain Nicolas Hyssen. Et c'est Mohamed Bayo d'un coup de pied rageur qui vient reprendre le ballon et le loger sous la barre transversale pour signer son premier doublé de la saison. Les Havrais inversent complètement la tendance de ce match alors qu'ils étaient menés. JC, est-ce que comme moi tu as explosé de joie et éclaté tes cordes vocales à ce moment-là? This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Ah bah bien sûr, c'est obligatoire. Ça, moi, je suis assez expressif pour moi, donc de toute façon tout de suite j'ai vu, j'étais tout seul en bas, mes filles étaient à l'étage, j'ai tendance à leur faire peur. Mais là, j'ai crié comme un dingue. Ça fait partie de ces émotions. Pourquoi on aime le foot, tout simplement. Donc franchement, ça fait plaisir. La lucarne de Bayo, voilà, ça sera un magnifique souvenir en tout cas. Un dernier coup franc à la 99e, le gardien toulousain qui monte pour tenter d'égaliser, l'arbitre qui siffle finalement la fin du match et en même temps valide la première victoire Ciel et Marine à l'extérieur, la 3e victoire de la saison. Match impressionnant, dynamique avec beaucoup de rythme, mal engagé pour nos Havrais, mais qui sont allés chercher tout ça avec le cœur et jusqu'au bout. C'est vrai que les paroles de Bayo après match nous vont droit au cœur aussi, nous supporters, puisque il a dit on est Havrais donc on va se battre. Voilà les gars, on a fait le tour de la rencontre. Il est temps maintenant, si vous le souhaitez, de revenir sur le sujet que vous voulez. On peut reparler aussi de ce qu'a amené Yacine Keshta par exemple, parce que je pense que, en tout cas moi personnellement, je pense que c'est lui qui a débloqué pas mal la situation aussi.
En tout cas, on a trouvé un Deller Kuzayev complètement différent après l'entrée de Yacine. Voilà, je vous laisse vous lancer sur ce que vous voulez. Vincent, si tu veux aussi nous parler des Toulousains ou nous parler des Havrais, tiens, si t'as envie. Ouais, je vais faire une parenthèse niveau gardien. Ça me concerne un peu. Vous parliez de Desmas. Desmas, je trouve que pour moi, c'est un gardien que j'aime beaucoup. Déjà, quand il était à Clermont, quand ils étaient montés, ça a été un des éléments super importants de la montée. Il a connu une saison très difficile en Ligue 1. Il a fait quelques matchs qui n'ont pas été très positifs. Il a été mis sur le banc et ça a été fini pour lui de la saison. Rebondir de la sorte après cet épisode-là, je trouve ça très très beau, on va dire, dans le romantisme du foot. Mais ça montre aussi qu'il a un mental assez costaud, donc bravo à lui et il prouve qu'il a sa place en Ligue 1. Donc ça, c'est bien. Enfin, du positif, parce que parfois, on a tendance à taper sur les gardiens, mais c'est un peu trop facile aussi. Et de notre côté, on a quand même un gardien de 18 ans qui découvre la Ligue 1 cette saison. Donc on parle beaucoup de lui, à juste titre. Mais si aujourd'hui on n'est pas dans la zone rouge, je vais quand même le dire, c'est grâce à un gardien de 18 ans qui découvre la Ligue 1. Donc ça veut dire que c'est bien, mais ça veut dire quand même qu'il y a un souci pour nous. Donc ça me dérange, même si ça met toute la lumière sur un super gardien qui a un potentiel absolument énorme. Mais ça montre que Toulouse, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Je parlais des phases de transition, on avait le souci la saison dernière. On a quasiment changé tout le milieu. On a toujours le même souci. Dès qu'on perd la balle, on se retrouve dans des situations, il y a des boulevards, tout le monde l'a travaillé, tout le monde l'a vu la vidéo, et à chaque fois, on se fait croquer sur les mêmes situations. Donc ça devient pénible. Et on a du mal à vraiment apporter du danger offensivement. Donc voilà. Mais c'était surtout sur les gardiens parce que ça compte. Et souvent, on leur crie dessus, on les insulte presque. Mais parfois, il faut savoir aussi leur remettre la lumière dessus, que ce soit Desmas ou reste. Moi, j'ai une question pour toi, Vincent. Est-ce que, comme on l'a vu contre Montpellier, contre Rennes, après qu'ils aient ouvert le score, est-ce que Toulouse nous a pas un peu pris de haut et s'est dit c'est bon, on a fait le plus dur et est-ce qu'ils n'ont pas relâché à ce moment-là? Quel est ton sentiment par rapport à ça? Je sais pas exactement à quoi c'est dû. Ce que je sais, c'est que on joue pas 90 minutes. Le problème il est là. C'est que souvent à la 60e, 70e, on s'arrête. On l'a vu hier. Même si on a poussé, on laisse trop de largesse. Et ça nous porte préjudice en première mi-temps. On s'arrête au bout de 25 minutes. Certes, on a le penalty en fin de mi-temps qui fausse un peu le tableau. Mais je sais pas s'il y a eu de la facilité de prendre le match un peu par-dessus l'épaule. Mais actuellement, je trouve qu'on a beaucoup de difficultés. On a des joueurs qui sont titulaires et qui n'apportent pas ce qu'ils devraient apporter. Et je pense tout d'abord à Donum, qui pour moi est en train de m'énerver à un point, vous n'imaginez même pas. Quand tu payes un mec 4,5 millions, qu'on te parle de Grinta, moi je veux bien. Mais un jour, il va falloir qu'il lève la tête un peu et à penser à donner le ballon, à jouer plus vite. Les rares fois où il joue en une touche et qu'il accélère le jeu, ça amène quelque chose. Après, quand il fait 4, 5, 6, 7, 10 touches de balle, ça n'amène rien et on perd la balle, il fait des mauvais choix, il va jouer des 2 contre 1 de la pire des manières. Et après, on a un banc de touche qui n'a pas amené ce qu'il aurait pu ou dû nous amener hier. Donc, il y a beaucoup de choses et ça. Je pense que la mentalité y est, mais après, je pense qu'il y a un manque de confiance. Est-ce que les consignes du coach passent bien? J'en sais rien, mais je peux émettre un doute là-dessus. En tout cas, les consignes de votre coach sont passées et votre bande de touche a amené beaucoup de choses contrairement à nous. Tu voulais intervenir? Ouais, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Vincent. Vincent aussi, tu trouves pas, parce que tu parlais de la 60e minute où Toulouse s'arrête de jouer, est-ce que tu penses pas qu'il y a eu un relâchement aussi pour le match de jeudi où Toulouse affronte Liverpool au Stadium? Je pense pas parce que ce match-là contre vous, il avait une importance cruciale, c'était de casser cette dynamique merdique où on avait perdu à Liverpool, à Montpellier. Il fallait surtout reprendre un petit peu de positif face à un concurrent direct au maintien parce que quoi qu'on en dise au club,
le TFC joue le maintien. Il faut arrêter de raconter des conneries et de dire on va jouer la première partie de tableau. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité de jouer la première partie de tableau, on l'a vu. Et on le voit dans les résultats et surtout dans le jeu qu'on est incapable de proposer. Donc, se projeter sur Liverpool, non. Parce que pour moi, la Coupe d'Europe, c'est à part. Et surtout que Toulouse va devoir se déplacer à Lille et à Nice, il me semble, prochainement. Où là, ça va pas être coton. Donc, je pense pas qu'il y ait eu une projection hâtive sur le match de Liverpool. Parce que il fallait prendre absolument et impérativement les 3 points dimanche. Je confirme. Toulouse va à Lille, à Nice, et ensuite ça reçoit Lorient et ça va à Lyon. Voilà. Et comme on a le FC relance, comme on l'a fait avec vous, il y a eu du mal sur les tirs pour marquer des buts. On a aidé un peu Bayo parce qu'on a arrêté, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Tu vas voir qu'on va être en capacité d'être le FC relance de Lyon. Ça va être la performance de la saison. On va les relancer, ça va être magnifique. Et après, je voulais revenir sur ce que tu disais aussi par rapport à la 60e. Je pense aussi, c'est l'erreur qu'ont fait les Rennais. Et encore plus, je pense, ce match, il ressemble vraiment beaucoup au match de Montpellier. Si on nommait comme Montpellier, on avait marqué les premiers. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal d'équipes, dont Toulouse, je pense quand même aussi, qui nous ont pris un petit peu de haut quand même. C'est-à-dire que c'est vrai, voilà, on présentait le Havre, le promu, avant-dernier budget de Ligue 1, qui a pas marqué depuis, je sais plus c'était combien, 500 minutes, un truc comme ça. Et c'est vrai qu'ils se disent, bah voilà, le plus dur face à ces équipes-là, c'est de marquer un but. Après, entre guillemets, t'es tranquille, t'as plus qu'à défendre. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'ils se sont dit. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Clément, mais tu devais dormir. C'est possible. C'est possible. Hein. Je sais pas exactement. Je suis pas dans les vestiaires, mais c'est tout à fait possible. Mais si c'est pour avoir cette mentalité-là, il faut changer de sport ou alors il faut aller jouer en 2e ou 3e division. Ouais, mais je pense que c'est pas forcément. Je pense que c'est plus inconscient, tu vois. Je pense que c'est plus inconscient que. Je pense pas qu'ils se disent oui c'est le Havre, mais tu vois, t'es moins galvanisé quand tu joues le Havre que quand tu joues Liverpool ou le PSG ou Lyon ou machin. Je pense qu'il y a aussi ce côté-là quand même à envisager. Alors si c'est le cas, ça te montre que dans notre effectif et dans notre 11, il te manque un gueulard. Un mec qui va remettre les trucs d'aplomb quand tu sens que ça commence un peu à se relâcher, à tanguer, et de remettre tout le monde sur le qui-vive parce que c'est pas acceptable. C'est pas normal. C'est pas faire offense au Havre, mais ce match-là à domicile, tu te dois de le gagner dans ta situation. Tu ouvres le score. Derrière, tu peux pas te permettre de lâcher comme ça et d'ouvrir des boulevards dont vous vous êtes nourri comme il le fallait. Pour moi, c'est pas normal. Il y a un truc qui va pas, donc je saurais pas dire ce qu'il en est concrètement. Je pense que les joueurs et le staff seront à même de le faire. Mais pour moi, c'est pas normal. Mais je pense quand même pendant 60-65 minutes, vous avez mis les choses qu'il fallait pour gagner la partie. C'est juste ce qui est hyper étonnant et ce qui m'a un peu surpris, c'est en effet l'apport du banc qui a été inexistant de chez vous, même pire. J'ai l'impression que ça a vraiment déséquilibré l'équipe, quoi. Oui. Là, quand il a fait sortir votre défenseur central, dont le nom m'échappe là, qui paraît-il hyper bon, derrière, ça a été un petit peu la Bérésina en défense. J'ai un peu plus de retenue, moi, sur le niveau de Logan Costa et sur les louanges qu'on peut lui tresser suite à son doublé en finale de Coupe de France. Pour avoir vu tous les matchs du TFC depuis quelque temps. Costa, c'est un bon joueur, ok. Moi, ce qui me dérange chez lui, c'est il est surtout préoccupé par le fait de monter et de se retrouver dans les 30 mètres adverses. Ça me dérange, tu vois. Et il le fait régulièrement. Il le fait 2, 3, 4 fois par match. C'est bien, mais moi j'estime que c'est pas son rôle. C'est pas ça crée un déséquilibre parce que si tu as le 6 qui revient pas à combler le trou, après dès que tu perds la balle, ça pose problème. Donc il y a des choses qui me dérangent, mais c'est vrai que sa sortie a un peu déstabilisé l'assise défensive, c'est vrai, ça, il faut le reconnaître. Mais après les entrants n'ont strictement rien apporté, il faut être honnête. On attend quelque chose de gens qui sont sur le banc, qui vont avoir faim pendant 15, 20, 25 minutes. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc, ouais, c'est dommageable, mais faut assumer et il faut se poser les bonnes questions.
Merci Vincent, merci Clément pour l'échange. On va passer au quiz de CSC maintenant parce que je pense qu'on est revenu sur vraiment l'ensemble de la rencontre face à Toulouse. Avant de passer au quiz, un petit bonjour spécial à Benoît Donquel et puis Football Plaisir qui est avec nous. On en profite pour le féliciter pour son travail. Vous avez dû voir depuis quelque temps les insides, les vidéos autour du club, etc. Et au niveau du service com du hack, on a vraiment passé un niveau également, donc on voulait le saluer et féliciter pour son travail. CSC, on te passe la main, mon grand? Allez, avec plaisir. C'est parti pour le quiz. Alors, désolé, hein, C'est quoi cette alarme? Vivien, Voilà. reste chez toi. Vivien, tout va bien. Reste chez toi. Allez, Exceptionnel. on va reprendre avec le quiz. Donc, c'est la fameuse mi-temps. Donc, Vincent, effectivement, tu seras candidat. Et j'aimerais bien voir Tiac pour ce Je valide. Le salaud, je le savais, putain. J'espère que tu as bien révisé, mais normalement, je me fais Pas pas du de tout soucis. révisé. Non, tu vas voir, ça va être tranquille. Donc, on va garder le même format hein, que d'habitude, avec un système de tirs au but, et le niveau va monter crescendo tranquillement. Normalement, il n'est pas trop difficile celui-là. Franchement, moi, j'ai fait 10 sur 10 en faisant les questions. Donc, donc on va commencer avec toi, Vincent. On va commencer Stuff, t'as une question ultra facile. Quel est le nom du stade du TFC? Le stadium municipal. On va commencer. Stadium me suffisait. Très très bien. Donc un point pour Vincent. Tiac, dis-nous, quel est le nom du stade de l'AS Monaco? C'est Louis II. Effectivement, un point pour égalisation. Question numéro 2 pour toi, Vincent. Qui est l'entraîneur de l'AS Monaco? Adi Hutter. Effectivement, c'est Adi Hutter. 2-1. Donc à toi, mon petit Hack. Quel gardien a joué pour le Hack et le Toulouse Football Club dans les années 80 et 90 et qui est devenu par la suite à 2 reprises? Alors, j'ai pas la fin de la question, mais je crois que c'est Revo. Ouais, ça a coupé, CC. Ouais. Lève le bras. Non, c'est pas Revo, c'est pas Revo. Quel gardien? Ouais, ça a coupé. Non. Quel gardien a joué pour le Hack et le TFC dans les années 80 et 90 et qui est devenu par la suite l'entraîneur du TFC? Il est devenu entraîneur du TFC dans les années 2008 à 2015, il me semble. Je crois que je l'ai. Je l'ai pas. Donc, tu l'as pas. Ouais. Dis-nous, Vincent. Alain Casanova. Effectivement, c'était bien Alain Casanova qui a joué pour le Havre et pour le TFC. Question numéro 3 pour toi, Vincent. Donc, justement, quel célèbre gardien de but passé au TFC de 2000 à 2006 qui a commencé et qui a terminé également sa carrière avec le Hack? Attends, ça a été coupé, CC. Si tu peux reprendre ta question, s'il te plaît. Ah là là. Donc, j'ai un gros problème technique. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un problème. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais quel célèbre gardien de but passé par le TFC de 2000 à 2006 a commencé sa carrière et terminé avec sa carrière avec le Hack? Christophe Reveau, non? Effectivement, c'est bien Christophe Reveau. 3-2 3-1 pardon pour Vincent. Question numéro 3 pour toi, Tiac. Donc, Christophe Reveau, hein, on va parler un peu de lui. Donc, Christophe Reveau est entraîneur intérimaire du Hack en 2012 puis en 2015. En 2012, quel entraîneur est limogé du Hack? Te souviens-tu? En 2012. Est-ce que c'est lui? C'est pas l'Amérique, c'est. Un indice, c'était un pas très bon entraîneur. ça en élimine beaucoup. 2012. Je suis en train de refaire toutes les années là. CSC, faudrait que tu instaures des indices. Petit indice, il a entraîné à Deschazos et il a entraîné au Stade Océane. Merci, en 2012, c'est super. De rien. Non, alors, si je peux t'aider, il a une maladie et il a un signe assez particulier sur le visage.
Ah, ils ont tous des têtes de cul, les anciens entraîneurs du HAC. Ah non, 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 on peut pas dire ça, non. Non, on peut pas dire ça. Non, je rigole. Non, donc je vais Non, pas je te l'ai donner la bonne réponse. C'était Cédric Dory. Ouais, non, je sais plus le. 3. Et là, tu peux torcher le quiz, Vincent. Et donc justement, donc on parlait de Christophe Provost, donc il a pris l'intérimaire également en 2015. Qui était l'entraîneur qui l'a remplacé? Qui était l'entraîneur avant Christophe Provost en 2015? Au Havre? Oui, Sanchevu aussi, Sanchevu. Petite dédicace à John Kenzo et il adore cet entraîneur. Alors là, là, je colle complètement, hein, je sais pas. Non, mais c'est un de chez vous. Dis un mec au hasard de chez vous, tu vas voir, tu vas rire. Un mec de Toulouse? Il a payé l'apéro plusieurs fois au COP. Alors là, je sais pas. C'était Thierry Goudet. Oh putain, je me suis planté, je pense que c'était Montbert. Et non, non, du tout. C'était Thierry Goudet. Je t'ai induit en erreur. C'est sûr que c'était Montbert. En termes de niveau, je pense que Cédric Dory est meilleur que Thierry Goudet. Hein. Je sais pas vous, mais. Écoute, si je le croise à Laval, je vais lui dire ce que t'as dit, ça. Fais attention. Hein. Avec plaisir. Donc toujours 3-1. Tu peux recoller, hein, mon Florian. Donc 4e question pour toi. Donc justement, Christophe Provost a fait 4 victoires et 1 nul en 2015. Et donc il a décidé de ne pas prolonger avec le HAC. Donc qui est nommé entraîneur à la tête du HAC juste après Christophe Provost? Donc c'est quelle année? 2015. Et là, entre deux. Là, c'est je crois facile. que c'est pas Tanchot? Oh non, c'est Tanchot et bien après, c'était Bob Bradley. Ah putain, j'hésitais avec lui. C'est Bradley ou Tanchot. Donc on peut déjà le dire, mais Vincent a gagné le quiz. Donc on va faire 2 dernières questions comme ça pour le beurre, et je pense que même on peut faire même 2 questions pour toute l'équipe, si vous voulez bien. Vas-y, on est chaud. Allez, c'est parti. Quel joueur en provenance du TFC a joué 38 matchs et inscrit 3 buts avec le HAC en 2008-2009? Donc Cédric Forêt. Ah, Cédric Forêt, moi j'aurais dit. Ah non, Nicolas Dieuze. Nicolas Dieuze. Avec Laure et moi. Effectivement, c'était Nicolas Dieuze. Donc magnifique, bien joué Clément. Allez, je vais Clément, il est trop fort. Et petite devinette, on va jouer aux devinettes. Donc, j'ai débuté ma carrière au HAC en 2011. En 2014, j'ai quitté les Ciels des Marines pour rejoindre Toulouse pour une saison dans laquelle je me suis pas imposé. Qui suis-je? Zachary Boucher. Ouais, Zachary Boucher. Non. Ah si, et puis magnifique. Et donc, je peux même te donner une petite question bonus, et celle-là, je la réserve pour Guillaume, juste pour Guillaume. Je m'attends au pire. Guillaume, hier soir, je t'ai bien dit par message que si celui qui me donnait la réponse exacte à cette question, il gagnait une place au HAC. Je te la réserve. Contre quelle équipe Revo a-t-il concédé cette seule défaite avec le HAC? Waouh. Il a perdu qu'une seule fois en tant qu'entraîneur, tu veux dire? En tant qu'entraîneur, il a perdu qu'une seule fois avec le HAC. En 12 matchs, il a fait 10 victoires, 1 nul, 1 défaite. Un énorme ratio de victoires quand même. Oh putain, c'était en Ligue 2? C'était en Ligue 2, effectivement. Et si tu vas c'est Laval. Non, c'est Sedan. Laval, il avait pas Sedan. Non, petit indice, la ville est à côté de chez moi. Oh putain. J'habite Marseille. Ah, c'est... Non. Arlavignon? Non, c'est Istres. C'est bien Istres. Oh, bordel. Et donc, c'était au stade Torsemin. On avait perdu 3-0 et un ancien avait marqué ce jour-là. C'était Nassim Akrour. Akrour. Ah ouais. Akrour, on a 60 ans, non? Ouais. On n'a pas parlé du capitaine Bonnet aussi, qui vient de Toulouse, qui a joué quand même 55 matchs avec Toulouse. J'aurais pu également, mais c'est vrai que j'étais vraiment axé quand même sur Christophe Provost, et je pense que c'est un hommage qu'on peut lui faire ce soir. T'as bien raison, c'est merci. Donc du coup, victoire écrasante. Ah ouais. Florent, ça va.
Il n'a net pas et existé. sans bavure, la chocolatine triomphe. On passera pas le match d'hier, c'était pas grave. Ah. Ah, je t'aurais bien donné un point pour le TFC, mais ça me ferait chier pour la relégation quand même. On va passer sur la deuxième partie, si vous me permettez. Allez, c'est Parti. parti. En route vers le hack AS Monaco. Donc c'est un gros morceau que le hack s'apprête à recevoir à Océane le week-end prochain. Samedi à 21h exactement. Une belle fête en perspective puisque c'est l'AS Monaco qui posera donc ses valises au Havre. Florian, est-ce que tu penses que le hack peut faire quelque chose face au Monégasque? Qu'est-ce que t'appelles quelque chose? Un nul ou une victoire, je prends. Pas te mentir, j'ai- bah, je vais te faire l'adage du bon normand. Tu sais, dans le football, tout est possible. Mais là, comme ça, je me dis que non, parce que Monaco, c'est quand même une très grosse écurie qui joue, entre guillemets, pour moi, il y a 2 championnats et on n'est pas dans le même. Et que ça va être compliqué. Monaco, à l'extérieur, c'est bon, 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. C'est une équipe qui marque pas mal de buts. Nous, on défend bien. On a retrouvé un peu aussi ce côté de marquer. Je pense que c'est arrivé au bon moment. Parce que si on n'avait pas marqué contre Toulouse, niveau confiance avant Monaco, compliqué. Motif d'espoir, même si le début de saison de Lens est un peu plus compliqué que celui de Monaco. Contre Lens, on a fait un bon match. Monaco, c'est une équipe qui va proposer du jeu. Je pense que pour des contres sur des gens qui sont en confiance comme Bayo, ça peut le faire. Mais là, comme ça, je suis un peu pessimiste sur le résultat. Un nul, c'est possible. Une victoire, ça me semble, il faudrait que les planètes s'alignent. Et pourquoi pas, mais j'y crois pas trop. Les Monégasques qui restent sur une victoire 2-0 face à Brest à domicile ce week-end, pour un total de 4 victoires sur leurs 5 derniers matchs. Monaco qui aligne la meilleure deuxième attaque derrière le PSG avec 25 buts contre 26 pour le PSG. Il s'agira donc de mettre le bus à domicile? Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que les matchs de Monaco, j'en ai vu 2-3. Si on continue à jouer comme on a joué contre Toulouse, à jouer notre jeu, à faire le deux rond quand on doit faire le deux rond, à attaquer quand il faut attaquer, je pense qu'il faut y aller sans pression et faire jouer notre jeu. Donc, je pense que ça sert à rien de mettre le bus contre l'AS Monaco. Je sais pas si, Vincent, par exemple, si tu peux nous donner ton analyse sur le Havre et qu'est-ce que tu penses du match qui arrive chez nous là à domicile? Bonne question, ça va pas être simple. Parce que Monaco, c'est quand même, pour moi, une des 3 meilleures équipes de Ligue 1 cette saison. Même si Brest, apparemment, n'était pas très content de l'arbitrage, mais bon, Brest, bon, c'est comme ça. C'est pas la première fois cette saison qu'ils s'en plaignent. Mais ça va être compliqué parce qu'ils ont des ambitions, ils veulent jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, donc ils ont une équipe qui est quand même assez intéressante et assez équilibrée. Va falloir fournir une grosse prestation pour au moins assurer un match nul, voire plus. Mais qui sait, peut-être que cette victoire à Toulouse vous fera un déclic et que ça va amener quelque chose et peut-être une bonne prestation face à Monaco qui pourra donner quelque chose. Pourquoi pas, mais là, comme ça, de suite, ça me paraît pas simple du tout, mais je vous souhaite dans la lutte pour le maintien de récupérer des points contre eux. Merci Vincent. Et Clément, tu penses que Lucas Elsner va reproduire le schéma tactique que nous avons eu en deuxième période dimanche? Et surtout, est-ce que tu penses que Keshta ou Yute vont avoir l'honneur d'être titularisés? Et ben, j'espère qu'il va reconduire ce 4-3-3. J'espère. Après, bon, c'est Monaco, c'est une très bonne équipe. 5 derrière, moi, ça m'embête de le dire, mais ça me paraît pas déconnant, même si franchement, j'espère qu'il va passer en 4-3-3. Au niveau des joueurs, j'aimerais bien voir El Hadjam à gauche, parce que si on passe à 4 derrière, Casimir pourra pas jouer arrière gauche, donc je pense plus à El Hadjam. Et en effet, Keshta, du coup, dans un retour sur un milieu à 3 avec Kuzayev qui jouerait un peu plus libéré du coup. Depuis qu'on est à 2, le pauvre, je trouve qu'il est beaucoup plus inhibé et il joue beaucoup moins son jeu, en tout cas ce qu'il sait faire depuis qu'il est en binôme avec Touré. Et c'est qui le troisième que tu m'as dit? Tu m'as dit un autre.
Je t'ai parlé de UT et UT. de Keshta. Ouais, qui a été très très bon en défense centrale. Bah, très vraiment très propre, plus propre que Sanganté, mais je pense que Sanganté quand même, tu veux pas le mettre sur le banc comme ça, donc je pense que UT retrouvera le banc. Mais par contre, UT, ça paraît une très bonne option à moyen terme derrière. Il a l'air d'être très pro comme garçon, et je pense que s'il continue comme ça, nul doute qu'il s'imposera dans le 11, si c'est pas cette saison, la saison prochaine. Ouais, l'entraîneur le disait, Lucas Elsner disait dans une interview d'avant-match que c'était le but, c'était qu'il se forme comme ça et qu'il arrive à devenir titulaire avec le hack. Il a fait un très bon match, c'est clair. Bah, il a fait que des très bons matchs, UT. Oui, que des très bons matchs d'ailleurs. Et pas des matchs faciles. Je me rappelle qu'il avait joué titulaire à Ajaccio, à Bastia, je sais plus, la semaine dernière. Et là, à Toulouse à l'extérieur, il en a fait un deuxième aussi. Je sais plus quand c'était, peut-être en début de saison. Contre Lille, aussi. À domicile. Ouais, c'est ça. Et puis il a à chaque fois de bonnes prestats. Très puissant et très propre. Dernier match avant encore une trêve internationale où la France recevra pour rappel Gibraltar et se déplacera en Grèce. Vivien, est-ce que tu penses que cette coupure peut nous faire du bien ou au contraire nous couper dans notre bonne dynamique? Je pense pas que ça va nous couper. Ne faire du bien, ni l'un ni l'autre, je dirais, parce que la dernière trêve internationale remonte il y a 3 semaines dans mes souvenirs, donc on ne doit pas non plus être extrêmement fatigué de ces dernières journées de championnat, donc je pense pas qu'on ait besoin de se reposer. Effectivement, ce qui est bien, surtout important, c'est qu'on ait fini, enfin on commence cette trêve internationale avec une victoire et de la confiance. Donc je pense que la confiance, là, on l'emmagasine et il va falloir confirmer contre Monaco déjà. Et puis après, on enchaîne sur qui après? On joue à Nantes, je crois, c'est ça? On joue à Nantes. Le PSG. Ouais, on va à la Beaujoire. Ouais. Match important contre Nantes. Ça va être très important pour la suite. Ça va être un match comme contre Metz ou Toulouse. Un match à l'extérieur contre une équipe qui joue le maintien comme nous. Nantes, voilà, même s'ils sont un petit peu au-dessus de nous au classement, je crois, ou à égalité de points. Ils sont juste derrière. Juste derrière, c'est ça. Et non, je pense pas que ce soit un problème pour nous cette pause. Non, pas du tout. Par contre, je sais pas si ce qui me fait un petit peu peur, c'est peut-être que des Havrais, des internationaux partent en sélection et peut-être là, effectivement, enchaînent des matchs où se blessent. C'est toujours un peu la crainte à ces moments de la saison, c'est que voilà, ces joueurs-là se blessent à des moments importants de la saison pour nous. Donc je sais pas. Et contre Nantes, on va récupérer Targaline. Oui, j'ai vraiment hâte de l'avoir. Targaline et Opéry. On devrait récupérer un effectif au complet, logiquement, si tout va bien. Donc là, on aura enfin un pléthore de choix au milieu de terrain. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Targaline, je me dis, semaine après semaine, c'est vraiment le joueur qui nous manque. On manque un peu de créativité au milieu de terrain et lui, il l'amène. Et je pense que lui, quand il va venir au milieu, on va avoir un milieu qui va vraiment être explosif et j'attends vraiment son retour avec impatience. Alors, ça serait pour remplacer Touré, tu penses, Clément? Non, pense que je le mettrai en concurrence avec Keshta. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Keshta et Targaline, lequel faire jouer quand même, parce que Keshta, il a fait une super rentrée. On verra s'il est titulaire contre Monaco, mais... Oui, je pense, honnêtement, je pense qu'il sera titulaire. Je pense qu'il jouera, en tout cas, moi, si je me mets à la place d'Elsner, je pense qu'il jouera en 5-3-2 contre Monaco. Mais je peux me planter. Je pense qu'il y aura Keshta, Kuzayev, Touré, ou alors il met Keshta à la place de Kuzayev dans son milieu à 2. Et on n'a pas parlé pendant l'analyse du match, mais est-ce qu'il y a un Antoine Joujou un jour pourra être autre chose qu'un super sub à votre avis, Clément? S'il épure un peu son jeu. C'est ce que Elsner disait, c'est qu'il a tendance à peut-être un peu trop en faire. C'est un bon joueur, bien technique, assez rapide, assez puissant. Il a la palette technique pour aller justement jouer en Ligue 1. Après, ça va dépendre que de lui. Il y a des joueurs qui passent le pas, d'autres non. Il faut vraiment qu'il épure son jeu. Il faut vraiment peut-être qu'il fasse la passe au bon moment, qu'il fasse le dribble au bon moment. Je pense que c'est ça qui lui manque. Pour l'instant, en tout cas, je le vois pas forcément dans le 11 type. Tu me diras, il y a au moins 2 places à prendre. Ça dépend du schéma d'Elsner. Alioui, il baisse un peu de pied de match en match. À droite, on n'a toujours pas de titulaire. Sabi, il est pas mal, mais c'est par période. Grand Cyr a été pas terrible du tout contre
Contre Toulouse, donc ouais, il y a une place à prendre. Après, Ouais, est-ce que c'est Joujou qui va la prendre, je sais pas. c'est là où il peut tirer son épingle du jeu. Ouais, Vigien, excuse-moi. Ouais, excuse-moi. Non, non, excusez-moi. Alors, Elster, en fait, il a peut-être une chance de jouer comme titulaire parce qu'il donne sa chance un peu à tout le monde en ce moment, Elsner. Il y a que Bayo qui est véritablement indiscutable devant. Et d'ailleurs, il lui fait tellement confiance qu'il finit tous les matchs jusqu'au bout, ce qui est assez rare, hein. Généralement, la ligne offensive, il fait les 3 remplacements, mais Bayo reste jusqu'au bout. Et tous les autres, ça tourne, hein. Sabi a fait 2 matchs titulaires, elle est sortie. Il a donné sa chance à Soumaré. Il a donné sa chance à tout le monde, sauf à Jojo, en fait, véritablement, hein. Kandé Diawara aussi, hein, qui était dans le groupe, Ouais, le groupe pour la première fois. au TFC. Et qui a fait une très bonne prépa, Diawara d'ailleurs. Donc moi, je pense Oui. qu'il aura sa chance aussi à un moment. Beaucoup de personnes, hein, sur Twitter réclamaient de le voir jouer. Je pense pas qu'on le verra contre Monaco, mais qu'il aurait peut-être sa chance dans un match à Nantes, par exemple, hein. Peut-être. Mais c'est un vrai mystère, hein, Diawara. Je suis vraiment étonné qu'il ait jamais eu vraiment sa chance jusqu'à maintenant. De là, c'est la premier match depuis le début de saison, il est dans le groupe. Enfin, Ouais. parce que là, il avait fait une préparation, on est tous d'accord, de dingue, quoi. Il avait été certainement le meilleur offensif du hack pendant la préparation. Et là, il est totalement aux abonnés absents. Alors, est-ce qu'il a... Ouais, mais c'est un jeune joueur et je pense qu'il vient juste d'arriver. Elsner, ça se voit, il l'a fait avec pas mal de nos joueurs, que ce soit avec Targaline, avec Keshta aussi. Il aime bien prendre le temps de les intégrer. Ouais, c'est ça. Et Ouais, mais de là, ne jamais être appelé dans le groupe, ça fait entre... Oui, je Ouais, peux mais ça comprendre commence. qu'ils veulent le protéger. ouais, je pense qu'il va. Ça commence. Il vient Oui, d'être oui. appelé dans le groupe et peut-être, voilà, c'est comme les autres, comme le dit Clément. Ça va crescendo. Ils arrivent dans le groupe, hop, ils rentrent un peu en fin de match, etc., gagner du temps de jeu. Et c'est vrai que c'est la même façon de faire. C'est vrai que sur les jeunes et probablement qu'on verra Candidiawara d'ici peu sur le terrain. Enfin, je pense en tout cas. Pour résumer, on parlait contre le CR, t'inquiète. pour résumer le match contre Monaco. C'est Mohamed Bayo, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, qui a eu les meilleurs termes. On est le Havre, on est Havrais et on va se battre. Et avec ça, avec une équipe de guerriers comme ça, on peut être en tout cas fier d'être supporter Ciel et Marine. Avant de conclure l'émission, on voulait revenir sur les féminines qui ont fait un match nul contre Dijon, 3-3 en étant remonté dans les dernières minutes. C'est un peu compliqué, hein, pour les Havraises en ce moment, les gars. Pour ceux qui suivent. Bah, c'est Alors, décevant, surtout que j'ai l'impression qu'elle menait 2-0 à la mi-temps, non, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais, c'est un peu dur, surtout face à un adversaire direct pour le maintien. Ouais, c'est un peu compliqué. Bon, j'ai vu un petit peu le résumé du match, mais j'ai pas vu l'entièreté du match, donc c'est compliqué de me prononcer. Mais ça fait, ouais, psychologiquement, ça doit pas être terrible quand même de mener 2-0 à la maison et puis de se faire remonter comme ça. Bon, elles sont quand même, comme on disait tout à l'heure en off avec Romain. Fait 3 buts, hein. Oui, on en a vu quelques-uns, c'est pas terrible, mais pour l'instant, elles sont 7e, hein, du classement, qui compte 12 équipes, donc elles sont en tête entre guillemets de leur championnat, comme on disait, devant le LOSC et Guingamp, mais derrière toutes les grosses cylindriques que sont le PSG, Reims, Fleury, enfin le FC, F91, Montpellier, etc. Donc voilà. Avant de conclure, également, je voulais aussi avoir une énorme pensée pour les supporters havrais qui ont fait le déplacement jusqu'à Toulouse, les Barbarians, le KCM 84 et le COP Océane qu'on a moins entendu puisque c'était la grosse fête à Toulouse, mais bravo à eux de nous représenter partout en France et de donner de la voix pour nous qui ne pouvons pas nous déplacer. Donc voilà, je voulais leur passer un message et les remercier pour tout ce qu'ils font pour les Ciel et Marines. Voilà, je crois que Romain, on peut glisser tranquillement vers la conclusion. Remercier Vincent d'être intervenu et pour une fois, on n'a pas parlé data avec toi. mais c'était vraiment super d'échanger avec toi autour de ce match. Merci. Merci à vous. Ça change un peu de chiffre et de parler ballon, ça fait du bien aussi. Eh ben, écoute, on te réinvitera pour parler ballon au match retour avec grand plaisir, Vincent. Avec plaisir. Merci. Clément, tu veux dire quelque chose, non?
Non, je veux dire merci à Vincent parce que c'est vrai, c'est rare d'avoir des invités entre guillemets qui sont pas soit directeurs sportifs aka Mathieu Bodmer ou soit anciens joueurs qui sont aussi pertinents que lui. Donc merci Vincent d'être intervenu. Ouais, puis j'aime bien les débats, les débats constructifs et les débats, voilà, où on peut parler football. Je sais Vincent que tu peux parler des adversaires. Enfin voilà, il y a la discussion est largement ouverte. On peut critiquer ton équipe, voilà, c'est très intéressant. Donc merci pour ça. Avec plaisir, merci à vous. On peut être supporter sans être chauvin et avoir un esprit totalement étriqué. Et il faut savoir aussi parler des autres et savoir dire quand ça va et quand ça va pas. Hein. Exactement. C'est ce qu'on essaie de faire chaque fois. Exactement, tout à fait. Mais on n'a pas la prétention non plus. Merci en tout cas à tous les intervenants, CSC, Vivien, Tiac, JC, le capitaine Clément et puis Vincent. Merci à tous les auditeurs. J'espère que vous aurez pris du plaisir à écouter l'émission. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir dans cette nouvelle formule qui, j'espère, vous aura plu. Petit ping-pong avec mon ami Romain, qui était vraiment très plaisante à animer. Et on vous retrouve très très vite, donc dans 15 jours avec un nouvel invité. On vous en dira plus sur les réseaux. En attendant, allez le hack, portez-vous bien et bonne soirée à tous. Salut, bonne soirée. Ciao. Salut. Au revoir, bonne soirée.